Bonsoir. Ce soir, je vais te raconter une histoire ancienne, une histoire de conflit, de royaume et de lutte pour le pouvoir. Une guerre qui a duré 100 ans, 100 années, longue, douloureuse, mais pourtant si proche dans le passé. Une époque où l'honneur et la royauté se mêlaient au bruit des épées, où des vies étaient sacrifiées pour des couronnes. La guerre de 100 ans, un conflit qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde. Laisse-toi porter par les murmures du passé. Laisse les souvenirs de cette guerre lointaine t'envelopper. Le temps, il est si fragile, il passe si vite. Et pourtant, l'histoire nous garde des traces, des souvenirs. Et ce soir, nous allons les explorer ensemble. La guerre commence. En 1337, un peu plus d'un siècle après la guerre des Plantagenets, les deux plus grands royaumes d'Europe, la France et l'Angleterre, sont pris dans un enchevêtrement complexe de lignées royales, de revendications territoriales. Mais la cause principale du conflit, c'est la question du trône de France. Charles IV, roi de France, meurt sans héritier direct en 1328, et tout bascule. Le trône de France revient alors à Philippe VI, mais Édouard III, le roi d'Angleterre, revendique également sa place. Pourquoi? Parce qu'il est le petit-fils de Philippe IV, roi de France. Par sa mère, c'est un droit de sang, une revendication dynastique. Et ainsi commence une guerre qui, au départ, semblait simplement être une dispute de royauté, mais qui allait devenir bien plus qu'une simple querelle de famille. En 1337, la guerre éclate. L'Angleterre et la France sont maintenant des ennemis mortels. Mais la guerre n'est pas juste une question de couronne. C'est aussi une guerre d'hommes, de nations, de terres. Et tout cela est alimenté par un profond désir de domination. La guerre s'étend, et avec elle, la souffrance et le sang. À travers les années, de grandes batailles vont se dérouler. Et l'une des premières et des plus marquantes, c'est la bataille de Crécy en 1346. Édouard III d'Angleterre, avec une armée plus petite mais mieux équipée, va infliger une défaite décisive à l'armée française. Cette victoire va montrer la supériorité des archers à longbow, une arme nouvelle mais terriblement efficace. Les Français, malgré leur nombre, ne peuvent rien face à cette force inédite. Les archers anglais, avec leurs flèches longues et rapides, remplissent le ciel et les rangs français se brisent. Après cette victoire, l'Angleterre semble avoir l'avantage. Les siècles suivants seront marqués par d'autres batailles, toutes plus sanglantes et dévastatrices, les unes que les autres. Mais la guerre ne fait pas que des morts, elle fait aussi des héros. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, va apparaître porteur d'un espoir immense pour la France. Elle entend des voix et se bat pour l'honneur de son pays. Son rôle, bien qu'il soit court, va marquer un tournant décisif dans le conflit. Ces mots résonnent encore dans l'air, comme une promesse à la fois fragile et irrémédiable. Un tournant, un changement, un moment suspendu où tout bascule. Oui, ce tournant allait se produire grâce à une jeune femme, une figure d'espoir et de mystère, une voix venue du ciel, ou de l'esprit, selon certains. Jeanne d'Arc, une simple paysanne, allait apparaître au cœur de cette guerre longue et dévastatrice. Mais qui était-elle vraiment? Comment une jeune fille de la campagne allait-elle avoir l'audace de défier l'ordre établi et, au travers de son courage, imprimer son nom dans l'histoire des siècles à venir? C'est en 1429, alors que la guerre était bien installée dans le quotidien des Français et des Anglais, qu'elle fit son apparition. La France était fracturée. La guerre semblait interminable, avec des victoires anglaises
des terres perdues et des espoirs qui s'éteignaient un peu plus chaque jour. Les Anglais, en effet, avaient remporté de nombreuses batailles, prenant des terres stratégiques, encerclant la capitale, Orléans. La situation était désespérée, et pourtant, une petite voix se leva dans l'obscurité, une voix qui, dans le silence de la nuit, se fit entendre dans les campagnes de Lorraine. Jeanne d'Arc entendait des voix, disait-elle, des voix qui lui parlaient de Dieu, des voix qui lui ordonnaient de sauver la France. Mais d'où venait cette voix? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Et plus encore, pourquoi une femme? À une époque où le monde était encore dominé par les hommes, Jeanne d'Arc allait bouleverser non seulement la guerre, mais la place des femmes dans l'histoire. Ce qui semblait impossible allait se réaliser. Une femme simple, sans éducation militaire, allait diriger une armée. Mais c'est précisément ce qui allait se passer. Jeanne d'Arc allait se rendre à Chinon, où le roi Charles VII, hésitant et abattu, l'accueillit, loin des manœuvres de la cour, de la politique de l'époque. Jeanne arrivait avec une certitude absolue. La France devait être sauvée. Mais comment? La réponse se trouvait dans un courage aveugle, presque mystique. La rencontre de Jeanne d'Arc avec Charles VII marqua un tournant. C'est là que le destin du roi, fragile, incertain, commença à changer. Jeanne, vêtue de ses habits de guerre, entra dans la salle du trône, son regard déterminé fixant celui du roi. Elle lui parla de Dieu, de la mission divine qui l'appelait à le mener vers le trône de Reims pour sa sacre, un acte symbolique et essentiel pour assurer sa légitimité. Une mission qui semblait folle, mais que Jeanne, dans sa foi, portait comme une évidence. Ce moment allait changer la donne. Charles VII donna son feu vert pour que Jeanne prenne la tête de l'armée. D'un simple coup d'œil, Jeanne inspira confiance, bien que ses compagnons d'armes fussent sceptiques. Mais son assurance, son énergie, son sens de la guerre étaient aussi puissants qu'inattendus. Peu à peu, l'armée française, qui se croyait vaincue, commença à redonner signe de vie. Il y a un feu qui s'allume dans les cœurs des hommes, et ce feu ne s'éteindra plus. Orléans allait être le premier grand défi, une ville assiégée depuis des mois par les Anglais. La victoire d'Orléans, en mai 1429, allait être la première de plusieurs. Une victoire qui, contre toute attente, redonnerait du courage à la France, à ses soldats, à ses paysans, à ses rois. Jeanne d'Arc n'était plus un simple rêveur. Elle était devenue un symbole vivant. Elle n'était plus une simple paysanne. Elle était une délivrance, une étoile qui semblait être guidée par des forces bien plus grandes qu'elle. Les mois passaient, et Jeanne, avec son charisme et sa foi inébranlable, continuait à mener l'armée française d'une manière qui était inédite. Le moral de ses soldats montait. Ils se battent maintenant pour une cause, non seulement pour leur terre, mais pour l'honneur de la France. Et ce n'était plus une simple guerre de territoire. C'était un combat spirituel, un combat pour la dignité, pour la liberté. Jeanne, en tant que chef de guerre, se révélait être une tacticienne hors pair. Elle n'était pas qu'une inspiratrice. Elle comprenait la guerre, les mouvements de troupes, les stratégies. Elle savait quand avancer et quand reculer. Elle comprenait la psychologie des hommes, l'importance du moral. Tout cela semblait d'autant plus incroyable que, bien que n'ayant aucune formation militaire, elle réussit là où tant d'hommes avaient échoué. C'était le pouvoir de sa foi. C'était aussi l'énergie qui émanait de sa présence. Mais tout cela allait être mis à l'épreuve. Les mois suivants seraient marqués par des victoires et des défaites. Jeanne, toujours fidèle à sa mission, se battait sans relâche.
Mais le vent de la guerre finit par tourner. En 1430, alors qu'elle tente de libérer Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. La France, bien qu'ayant remporté plusieurs batailles, était à nouveau dans une phase de désarroi. Mais l'ombre de Jeanne n'allait jamais s'éteindre. Même capturée, même condamnée, sa légende grandissait. Elle fut jugée pour hérésie, sorcellerie et méchanceté. Mais sa fin tragique, son sacrifice, donna à la France l'énergie nécessaire pour finir ce qu'elle avait commencé. La guerre de Cent Ans se termina en 1453. La France retrouvait peu à peu ses terres. Le roi Charles VII, sacré à Reims grâce à Jeanne, était devenu le symbole de la victoire française. Mais le prix à payer avait été immense, et l'histoire de Jeanne d'Arc, cette femme humble et visionnaire, allait être une inspiration éternelle. Elle marqua l'histoire d'un tournant décisif, un moment où le destin de la France changea à jamais. Sa légende persista à travers les siècles, et son nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'une héroïne, une sainte de la guerre, une femme qui refusa de se soumettre et qui, par sa foi et son courage, changea le cours de l'histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Un tournant dans le temps, un tournant dans les cœurs. Repose-toi maintenant et laisse les souvenirs du passé guider tes rêves. Bonsoir. Ce soir, je vais te raconter une histoire ancienne, une histoire de conflit, de royaume et de lutte pour le pouvoir. Une guerre qui a duré 100 ans, 100 années, longue, douloureuse, mais pourtant si proche dans le passé. Une époque où l'honneur et la royauté se mêlaient au bruit des épées, où des vies étaient sacrifiées pour des couronnes. La guerre de 100 ans, un conflit qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde. Laisse-toi porter par les murmures du passé. Laisse les souvenirs de cette guerre lointaine t'envelopper. Le temps, il est si fragile, il passe si vite. Et pourtant, l'histoire nous garde des traces, des souvenirs. Et ce soir, nous allons les explorer ensemble. La guerre commence. En 1337, un peu plus d'un siècle après la guerre des Plantagenets, les deux plus grands royaumes d'Europe, la France et l'Angleterre, sont pris dans un enchevêtrement complexe de lignées royales, de revendications territoriales. Mais la cause principale du conflit, c'est la question du trône de France. Charles IV, roi de France, meurt sans héritier direct en 1328. Et tout bascule. Le trône de France revient alors à Philippe VI, mais Édouard III, le roi d'Angleterre, revendique également sa place. Pourquoi ? Parce qu'il est le petit-fils de Philippe IV, roi de France. Par sa mère, c'est un droit de sang, une revendication dynastique. Et ainsi commence une guerre qui, au départ, semblait simplement être une dispute de royauté, mais qui allait devenir bien plus qu'une simple querelle de famille. En 1337, la guerre éclate. L'Angleterre et la France sont maintenant des ennemis mortels. Mais la guerre n'est pas juste une question de couronne. C'est aussi une guerre d'hommes, de nations, de terres. Et tout cela est alimenté par un profond désir de domination. La guerre s'étend, et avec elle, la souffrance et le sang. À travers les années, de grandes batailles vont se dérouler. Et l'une des premières et des plus marquantes, c'est la bataille de Crécy en 1346. Édouard III d'Angleterre, avec une armée plus petite mais mieux équipée, va infliger une défaite décisive à l'armée française. Cette victoire va montrer la supériorité des archers à longbow, une arme nouvelle mais terriblement efficace. Les Français, malgré leur nombre, ne peuvent rien face à cette force inédite. Les archers anglais,
avec leurs flèches longues et rapides, remplissent le ciel et les rangs français se brisent. Après cette victoire, l'Angleterre semble avoir l'avantage. Les siècles suivants seront marqués par d'autres batailles, toutes plus sanglantes et dévastatrices, les unes que les autres. Mais la guerre ne fait pas que des morts, elle fait aussi des héros. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, va apparaître porteur d'un espoir immense pour la France. Elle entend des voix et se bat pour l'honneur de son pays. Son rôle, bien qu'il soit court, va marquer un tournant décisif dans le conflit. Ses mots résonnent encore dans l'air, comme une promesse à la fois fragile et irrémédiable. Un tournant, un changement, un moment suspendu où tout bascule. Oui, ce tournant allait se produire grâce à une jeune femme, une figure d'espoir et de mystère, une voix venue du ciel, ou de l'esprit selon certains. Jeanne d'Arc, une simple paysanne, allait apparaître au cœur de cette guerre longue et dévastatrice. Mais qui était-elle vraiment? Comment une jeune fille de la campagne allait-elle avoir l'audace de défier l'ordre établi et, au travers de son courage, imprimer son nom dans l'histoire des siècles à venir? C'est en 1429, alors que la guerre était bien installée dans le quotidien des Français et des Anglais, qu'elle fit son apparition. La France était fracturée. La guerre semblait interminable, avec des victoires anglaises, des terres perdues et des espoirs qui s'éteignaient un peu plus chaque jour. Les Anglais, en effet, avaient remporté de nombreuses batailles, prenant des terres stratégiques, encerclant la capitale, Orléans. La situation était désespérée. Et pourtant, une petite voix se leva dans l'obscurité. Une voix qui, dans le silence de la nuit, se fit entendre dans les campagnes de Lorraine. Jeanne d'Arc entendait des voix, disait-elle. Des voix qui lui parlaient de Dieu, des voix qui lui ordonnaient de sauver la France. Mais d'où venait cette voix? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Et plus encore, pourquoi une femme? À une époque où le monde était encore dominé par les hommes, Jeanne d'Arc allait bouleverser non seulement la guerre, mais la place des femmes dans l'histoire. Ce qui semblait impossible allait se réaliser. Une femme simple, sans éducation militaire, allait diriger une armée. Mais c'est précisément ce qui allait se passer. Jeanne d'Arc allait se rendre à Chinon, où le roi Charles VII, hésitant et abattu, l'accueillit, loin des manœuvres de la cour, de la politique de l'époque. Jeanne arrivait avec une certitude absolue. La France devait être sauvée. Mais comment? La réponse se trouvait dans un courage aveugle, presque mystique. La rencontre de Jeanne d'Arc avec Charles VII marqua un tournant. C'est là que le destin du roi, fragile, incertain, commença à changer. Jeanne, vêtue de ses habits de guerre, entra dans la salle du trône, son regard déterminé fixant celui du roi. Elle lui parla de Dieu, de la mission divine qui l'appelait à le mener vers le trône de Reims pour sa sacre, un acte symbolique et essentiel pour assurer sa légitimité. Une mission qui semblait folle, mais que Jeanne, dans sa foi, portait comme une évidence. Ce moment allait changer la donne. Charles VII donna son feu vert pour que Jeanne prenne la tête de l'armée. D'un simple coup d'œil, Jeanne inspira confiance, bien que ses compagnons d'armes fussent sceptiques. Mais son assurance, son énergie, son sens de la guerre étaient aussi puissants qu'inattendus. Peu à peu, l'armée française, qui se croyait vaincue, commença à redonner signe de vie. Il y a un feu qui s'allume dans les cœurs des hommes, et ce feu ne s'éteindra plus. Orléans allait être le premier grand défi, une ville assiégée depuis des mois par les Anglais. La victoire d'Orléans, en mai 1429,
allait être la première de plusieurs. Une victoire qui, contre toute attente, redonnerait du courage à la France, à ses soldats, à ses paysans, à ses rois. Jeanne d'Arc n'était plus un simple rêveur. Elle était devenue un symbole vivant. Elle n'était plus une simple paysanne. Elle était une délivrance, une étoile qui semblait être guidée par des forces bien plus grandes qu'elle. Les mois passaient, et Jeanne, avec son charisme et sa foi inébranlable, continuait à mener l'armée française d'une manière qui était inédite. Le moral de ses soldats montait. Ils se battent maintenant pour une cause, non seulement pour leur terre, mais pour l'honneur de la France. Et ce n'était plus une simple guerre de territoire. C'était un combat spirituel, un combat pour la dignité, pour la liberté. Jeanne, en tant que chef de guerre, se révélait être une tacticienne hors pair. Elle n'était pas qu'une inspiratrice. Elle comprenait la guerre, les mouvements de troupes, les stratégies. Elle savait quand avancer et quand reculer. Elle comprenait la psychologie des hommes, l'importance du moral. Tout cela semblait d'autant plus incroyable que, bien que n'ayant aucune formation militaire, elle réussit là où tant d'hommes avaient échoué. C'était le pouvoir de sa foi. C'était aussi l'énergie qui émanait de sa présence. Mais tout cela allait être mis à l'épreuve. Les mois suivants seraient marqués par des victoires et des défaites. Jeanne, toujours fidèle à sa mission, se battait sans relâche. Mais le vent de la guerre finit par tourner. En 1430, alors qu'elle tente de libérer Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. La France, bien qu'ayant remporté plusieurs batailles, était à nouveau dans une phase de désarroi. Mais l'ombre de Jeanne n'allait jamais s'éteindre. Même capturée, même condamnée, sa légende grandissait. Elle fut jugée pour hérésie, sorcellerie et méchanceté. Mais sa fin tragique, son sacrifice, donna à la France l'énergie nécessaire pour finir ce qu'elle avait commencé. La guerre de Cent Ans se termina en 1453. La France retrouvait peu à peu ses terres. Le roi Charles VII, sacré à Reims grâce à Jeanne, était devenu le symbole de la victoire française. Mais le prix à payer avait été immense, et l'histoire de Jeanne d'Arc, cette femme humble et visionnaire, allait être une inspiration éternelle. Elle marqua l'histoire d'un tournant décisif, un moment où le destin de la France changea à jamais. Sa légende persista à travers les siècles, et son nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'une héroïne, une sainte de la guerre, une femme qui refusa de se soumettre et qui, par sa foi et son courage, changea le cours de l'histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Un tournant dans le temps, un tournant dans les cœurs. Repose-toi maintenant et laisse les souvenirs du passé guider tes rêves. Bonsoir. Ce soir, je vais te raconter une histoire ancienne, une histoire de conflit, de royaume et de lutte pour le pouvoir. Une guerre qui a duré 100 ans, 100 années, longue, douloureuse, mais pourtant si proche dans le passé. Une époque où l'honneur et la royauté se mêlaient au bruit des épées, où des vies étaient sacrifiées pour des couronnes. La guerre de 100 ans, un conflit qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde. Laisse-toi porter par les murmures du passé. Laisse les souvenirs de cette guerre lointaine t'envelopper. Le temps, il est si fragile, il passe si vite. Et pourtant, l'histoire nous garde des traces, des souvenirs. Et ce soir, nous allons les explorer ensemble. La guerre commence. En 1337, un peu plus d'un siècle après la guerre des Plantagenets, les deux plus grands royaumes d'Europe, la France et l'Angleterre, sont pris dans un enchevêtrement complexe de lignées royales, de revendications territoriales.
Mais la cause principale du conflit, c'est la question du trône de France. Charles IV, roi de France, meurt sans héritier direct en 1328. Et tout bascule. Le trône de France revient alors à Philippe VI, mais Édouard III, le roi d'Angleterre, revendique également sa place. Pourquoi ? Parce qu'il est le petit-fils de Philippe IV, roi de France. Par sa mère, c'est un droit de sang, une revendication dynastique. Et ainsi commence une guerre qui, au départ, semblait simplement être une dispute de royauté, mais qui allait devenir bien plus qu'une simple querelle de famille. En 1337, la guerre éclate. L'Angleterre et la France sont maintenant des ennemis mortels. Mais la guerre n'est pas juste une question de couronne. C'est aussi une guerre d'hommes, de nations, de terres. Et tout cela est alimenté par un profond désir de domination. La guerre s'étend, et avec elle, la souffrance et le sang. À travers les années, de grandes batailles vont se dérouler. Et l'une des premières et des plus marquantes, c'est la bataille de Crécy en 1346. Édouard III d'Angleterre, avec une armée plus petite mais mieux équipée, va infliger une défaite décisive à l'armée française. Cette victoire va montrer la supériorité des archers à longbow, une arme nouvelle mais terriblement efficace. Les Français, malgré leur nombre, ne peuvent rien face à cette force inédite. Les archers anglais, avec leurs flèches longues et rapides, remplissent le ciel et les rangs français se brisent. Après cette victoire, l'Angleterre semble avoir l'avantage. Les siècles suivants seront marqués par d'autres batailles, toutes plus sanglantes et dévastatrices, les unes que les autres. Mais la guerre ne fait pas que des morts, elle fait aussi des héros. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, va apparaître porteur d'un espoir immense pour la France. Elle entend des voix et se bat pour l'honneur de son pays. Son rôle, bien qu'il soit court, va marquer un tournant décisif dans le conflit. Ses mots résonnent encore dans l'air, comme une promesse à la fois fragile et irrémédiable. Un tournant, un changement, un moment suspendu où tout bascule. Oui, ce tournant allait se produire grâce à une jeune femme, une figure d'espoir et de mystère, une voix venue du ciel, ou de l'esprit, selon certains. Jeanne d'Arc, une simple paysanne, allait apparaître au cœur de cette guerre longue et dévastatrice. Mais qui était-elle vraiment ? Comment une jeune fille de la campagne allait-elle avoir l'audace de défier l'ordre établi et, au travers de son courage, imprimer son nom dans l'histoire des siècles à venir ? C'est en 1429, alors que la guerre était bien installée dans le quotidien des Français et des Anglais, qu'elle fit son apparition. La France était fracturée. La guerre semblait interminable, avec des victoires anglaises, des terres perdues et des espoirs qui s'éteignaient un peu plus chaque jour. Les Anglais, en effet, avaient remporté de nombreuses batailles, prenant des terres stratégiques, encerclant la capitale, Orléans. La situation était désespérée, et pourtant, une petite voix se leva dans l'obscurité, une voix qui, dans le silence de la nuit, se fit entendre dans les campagnes de Lorraine. Jeanne d'Arc entendait des voix, disait-elle, des voix qui lui parlaient de Dieu, des voix qui lui ordonnaient de sauver la France. Mais d'où venait cette voix ? Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Et plus encore, pourquoi une femme ? À une époque où le monde était encore dominé par les hommes, Jeanne d'Arc allait bouleverser non seulement la guerre, mais la place des femmes dans l'histoire. Ce qui semblait impossible allait se réaliser. Une femme simple, sans éducation militaire, allait diriger une armée. Mais c'est précisément ce qui allait se passer. Jeanne d'Arc allait se rendre à Chinon, où le roi Charles VII, hésitant et abattu,
l'accueillit, loin des manœuvres de la cour, de la politique de l'époque. Jeanne arrivait avec une certitude absolue. La France devait être sauvée. Mais comment? La réponse se trouvait dans un courage aveugle, presque mystique. La rencontre de Jeanne d'Arc avec Charles VII marqua un tournant. C'est là que le destin du roi, fragile, incertain, commença à changer. Jeanne, vêtue de ses habits de guerre, entra dans la salle du trône, son regard déterminé fixant celui du roi. Elle lui parla de Dieu, de la mission divine qui l'appelait à le mener vers le trône de Reims pour sa sacre, un acte symbolique et essentiel pour assurer sa légitimité. Une mission qui semblait folle, mais que Jeanne, dans sa foi, portait comme une évidence. Ce moment allait changer la donne. Charles VII donna son feu vert pour que Jeanne prenne la tête de l'armée. D'un simple coup d'œil, Jeanne inspira confiance, bien que ses compagnons d'armes fussent sceptiques. Mais son assurance, son énergie, son sens de la guerre étaient aussi puissants qu'inattendus. Peu à peu, l'armée française, qui se croyait vaincue, commença à redonner signe de vie. Il y a un feu qui s'allume dans les cœurs des hommes, et ce feu ne s'éteindra plus. Orléans allait être le premier grand défi, une ville assiégée depuis des mois par les Anglais. La victoire d'Orléans, en mai 1429, allait être la première de plusieurs. Une victoire qui, contre toute attente, redonnerait du courage à la France, à ses soldats, à ses paysans, à ses rois. Jeanne d'Arc n'était plus un simple rêveur. Elle était devenue un symbole vivant. Elle n'était plus une simple paysanne. Elle était une délivrance, une étoile qui semblait être guidée par des forces bien plus grandes qu'elle. Les mois passaient, et Jeanne, avec son charisme et sa foi inébranlable, continuait à mener l'armée française d'une manière qui était inédite. Le moral de ses soldats montait. Ils se battent maintenant pour une cause, non seulement pour leur terre, mais pour l'honneur de la France. Et ce n'était plus une simple guerre de territoire. C'était un combat spirituel, un combat pour la dignité, pour la liberté. Jeanne, en tant que chef de guerre, se révélait être une tacticienne hors pair. Elle n'était pas qu'une inspiratrice. Elle comprenait la guerre, les mouvements de troupes, les stratégies. Elle savait quand avancer et quand reculer. Elle comprenait la psychologie des hommes, l'importance du moral. Tout cela semblait d'autant plus incroyable que, bien que n'ayant aucune formation militaire, elle réussit là où tant d'hommes avaient échoué. C'était le pouvoir de sa foi. C'était aussi l'énergie qui émanait de sa présence. Mais tout cela allait être mis à l'épreuve. Les mois suivants seraient marqués par des victoires et des défaites. Jeanne, toujours fidèle à sa mission, se battait sans relâche. Mais le vent de la guerre finit par tourner. En 1430, alors qu'elle tente de libérer Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. La France, bien qu'ayant remporté plusieurs batailles, était à nouveau dans une phase de désarroi. Mais l'ombre de Jeanne n'allait jamais s'éteindre. Même capturée, même condamnée, sa légende grandissait. Elle fut jugée pour hérésie, sorcellerie et méchanceté. Mais sa fin tragique, son sacrifice, donna à la France l'énergie nécessaire pour finir ce qu'elle avait commencé. La guerre de Cent Ans se termina en 1453. La France retrouvait peu à peu ses terres. Le roi Charles VII, sacré à Reims grâce à Jeanne, était devenu le symbole de la victoire française. Mais le prix à payer avait été immense, et l'histoire de Jeanne d'Arc, cette femme humble et visionnaire, allait être une inspiration éternelle. Elle marqua l'histoire d'un tournant décisif, un moment où le destin de la France changea à jamais.
Sa légende persista à travers les siècles et son nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'une héroïne, une sainte de la guerre, une femme qui refusa de se soumettre et qui, par sa foi et son courage, changea le cours de l'histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Un tournant dans le temps, un tournant dans les cœurs. Repose-toi maintenant et laisse les souvenirs du passé guider tes rêves. Bonsoir. Ce soir, je vais te raconter une histoire ancienne, une histoire de conflit, de royaume et de lutte pour le pouvoir. Une guerre qui a duré 100 ans, 100 années, longue, douloureuse, mais pourtant si proche dans le passé. Une époque où l'honneur et la royauté se mêlaient au bruit des épées, où des vies étaient sacrifiées pour des couronnes. La guerre de 100 ans, un conflit qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde. Laisse-toi porter par les murmures du passé. Laisse les souvenirs de cette guerre lointaine t'envelopper. Le temps, il est si fragile, il passe si vite. Et pourtant, l'histoire nous garde des traces, des souvenirs. Et ce soir, nous allons les explorer ensemble. La guerre commence. En 1337, un peu plus d'un siècle après la guerre des Plantagenets, les deux plus grands royaumes d'Europe, la France et l'Angleterre, sont pris dans un enchevêtrement complexe de lignées royales, de revendications territoriales. Mais la cause principale du conflit, c'est la question du trône de France. Charles IV, roi de France, meurt sans héritier direct en 1328. Et tout bascule. Le trône de France revient alors à Philippe VI, mais Édouard III, le roi d'Angleterre, revendique également sa place. Pourquoi ? Parce qu'il est le petit-fils de Philippe IV, roi de France. Par sa mère, c'est un droit de sang, une revendication dynastique. Et ainsi commence une guerre qui, au départ, semblait simplement être une dispute de royauté, mais qui allait devenir bien plus qu'une simple querelle de famille. En 1337, la guerre éclate. L'Angleterre et la France sont maintenant des ennemis mortels. Mais la guerre n'est pas juste une question de couronne. C'est aussi une guerre d'hommes, de nations, de terres. Et tout cela est alimenté par un profond désir de domination. La guerre s'étend, et avec elle, la souffrance et le sang. À travers les années, de grandes batailles vont se dérouler. Et l'une des premières et des plus marquantes, c'est la bataille de Crécy en 1346. Édouard III d'Angleterre, avec une armée plus petite mais mieux équipée, va infliger une défaite décisive à l'armée française. Cette victoire va montrer la supériorité des archers à longbow, une arme nouvelle mais terriblement efficace. Les Français, malgré leur nombre, ne peuvent rien face à cette force inédite. Les archers anglais, avec leurs flèches longues et rapides, remplissent le ciel et les rangs français se brisent. Après cette victoire, l'Angleterre semble avoir l'avantage. Les siècles suivants seront marqués par d'autres batailles, toutes plus sanglantes et dévastatrices, les unes que les autres. Mais la guerre ne fait pas que des morts, elle fait aussi des héros. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, va apparaître porteur d'un espoir immense pour la France. Elle entend des voix et se bat pour l'honneur de son pays. Son rôle, bien qu'il soit court, va marquer un tournant décisif dans le conflit. Ces mots résonnent encore dans l'air, comme une promesse à la fois fragile et irrémédiable. Un tournant, un changement, un moment suspendu où tout bascule. Oui, ce tournant allait se produire grâce à une jeune femme, une figure d'espoir et de mystère, une voix venue du ciel, ou de l'esprit, selon certains. Jeanne d'Arc, une simple paysanne, allait apparaître au cœur de cette guerre longue et dévastatrice. Mais qui était-elle vraiment ?
Comment une jeune fille de la campagne allait-elle avoir l'audace de défier l'ordre établi et, au travers de son courage, imprimer son nom dans l'histoire des siècles à venir? C'est en 1429, alors que la guerre était bien installée dans le quotidien des Français et des Anglais, qu'elle fit son apparition. La France était fracturée. La guerre semblait interminable, avec des victoires anglaises, des terres perdues et des espoirs qui s'éteignaient un peu plus chaque jour. Les Anglais, en effet, avaient remporté de nombreuses batailles, prenant des terres stratégiques, encerclant la capitale, Orléans. La situation était désespérée. Et pourtant, une petite voix se leva dans l'obscurité. Une voix qui, dans le silence de la nuit, se fit entendre dans les campagnes de Lorraine. Jeanne d'Arc entendait des voix, disait-elle. Des voix qui lui parlaient de Dieu, des voix qui lui ordonnaient de sauver la France. Mais d'où venait cette voix? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Et plus encore, pourquoi une femme? À une époque où le monde était encore dominé par les hommes, Jeanne d'Arc allait bouleverser non seulement la guerre, mais la place des femmes dans l'histoire. Ce qui semblait impossible allait se réaliser. Une femme simple, sans éducation militaire, allait diriger une armée. Mais c'est précisément ce qui allait se passer. Jeanne d'Arc allait se rendre à Chinon, où le roi Charles VII, hésitant et abattu, l'accueillit, loin des manœuvres de la cour, de la politique de l'époque. Jeanne arrivait avec une certitude absolue. La France devait être sauvée. Mais comment? La réponse se trouvait dans un courage aveugle, presque mystique. La rencontre de Jeanne d'Arc avec Charles VII marqua un tournant. C'est là que le destin du roi, fragile, incertain, commença à changer. Jeanne, vêtue de ses habits de guerre, entra dans la salle du trône, son regard déterminé fixant celui du roi. Elle lui parla de Dieu, de la mission divine qui l'appelait à le mener vers le trône de Reims pour sa sacre, un acte symbolique et essentiel pour assurer sa légitimité. Une mission qui semblait folle, mais que Jeanne, dans sa foi, portait comme une évidence. Ce moment allait changer la donne. Charles VII donna son feu vert pour que Jeanne prenne la tête de l'armée. D'un simple coup d'œil, Jeanne inspira confiance, bien que ses compagnons d'armes fussent sceptiques. Mais son assurance, son énergie, son sens de la guerre étaient aussi puissants qu'inattendus. Peu à peu, l'armée française, qui se croyait vaincue, commença à redonner signe de vie. Il y a un feu qui s'allume dans les cœurs des hommes, et ce feu ne s'éteindra plus. Orléans allait être le premier grand défi, une ville assiégée depuis des mois par les Anglais. La victoire d'Orléans, en mai 1429, allait être la première de plusieurs. Une victoire qui, contre toute attente, redonnerait du courage à la France, à ses soldats, à ses paysans, à ses rois. Jeanne d'Arc n'était plus un simple rêveur. Elle était devenue un symbole vivant. Elle n'était plus une simple paysanne. Elle était une délivrance, une étoile qui semblait être guidée par des forces bien plus grandes qu'elle. Les mois passaient, et Jeanne, avec son charisme et sa foi inébranlable, continuait à mener l'armée française d'une manière qui était inédite. Le moral de ses soldats montait. Ils se battent maintenant pour une cause, non seulement pour leur terre, mais pour l'honneur de la France. Et ce n'était plus une simple guerre de territoire. C'était un combat spirituel, un combat pour la dignité, pour la liberté. Jeanne, en tant que chef de guerre, se révélait être une tacticienne hors pair. Elle n'était pas qu'une inspiratrice. Elle comprenait la guerre, les mouvements de troupes, les stratégies. Elle savait quand avancer et quand reculer. Elle comprenait la psychologie des hommes, l'importance du moral
Tout cela semblait d'autant plus incroyable que, bien que n'ayant aucune formation militaire, elle réussit là où tant d'hommes avaient échoué. C'était le pouvoir de sa foi. C'était aussi l'énergie qui émanait de sa présence. Mais tout cela allait être mis à l'épreuve. Les mois suivants seraient marqués par des victoires et des défaites. Jeanne, toujours fidèle à sa mission, se battait sans relâche. Mais le vent de la guerre finit par tourner. En 1430, alors qu'elle tente de libérer Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. La France, bien qu'ayant remporté plusieurs batailles, était à nouveau dans une phase de désarroi. Mais l'ombre de Jeanne n'allait jamais s'éteindre. Même capturée, même condamnée, sa légende grandissait. Elle fut jugée pour hérésie, sorcellerie et méchanceté. Mais sa fin tragique, son sacrifice, donna à la France l'énergie nécessaire pour finir ce qu'elle avait commencé. La guerre de Cent Ans se termina en 1453. La France retrouvait peu à peu ses terres. Le roi Charles VII, sacré à Reims grâce à Jeanne, était devenu le symbole de la victoire française. Mais le prix à payer avait été immense, et l'histoire de Jeanne d'Arc, cette femme humble et visionnaire, allait être une inspiration éternelle. Elle marqua l'histoire d'un tournant décisif, un moment où le destin de la France changea à jamais. Sa légende persista à travers les siècles, et son nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'une héroïne, une sainte de la guerre, une femme qui refusa de se soumettre et qui, par sa foi et son courage, changea le cours de l'histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Un tournant dans le temps, un tournant dans les cœurs. Repose-toi maintenant et laisse les souvenirs du passé guider tes rêves. Bonsoir. Ce soir, je vais te raconter une histoire ancienne, une histoire de conflit, de royaume et de lutte pour le pouvoir. Une guerre qui a duré 100 ans, 100 années, longue, douloureuse, mais pourtant si proche dans le passé. Une époque où l'honneur et la royauté se mêlaient au bruit des épées, où des vies étaient sacrifiées pour des couronnes. La guerre de 100 ans, un conflit qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde. Laisse-toi porter par les murmures du passé. Laisse les souvenirs de cette guerre lointaine t'envelopper. Le temps, il est si fragile, il passe si vite. Et pourtant, l'histoire nous garde des traces, des souvenirs. Et ce soir, nous allons les explorer ensemble. La guerre commence. En 1337, un peu plus d'un siècle après la guerre des Plantagenets, les deux plus grands royaumes d'Europe, la France et l'Angleterre, sont pris dans un enchevêtrement complexe de lignées royales, de revendications territoriales. Mais la cause principale du conflit, c'est la question du trône de France. Charles IV, roi de France, meurt sans héritier direct en 1328, et tout bascule. Le trône de France revient alors à Philippe VI, mais Édouard III, le roi d'Angleterre, revendique également sa place. Pourquoi ? Parce qu'il est le petit-fils de Philippe IV, roi de France. Par sa mère, c'est un droit de sang, une revendication dynastique. Et ainsi commence une guerre qui, au départ, semblait simplement être une dispute de royauté, mais qui allait devenir bien plus qu'une simple querelle de famille. En 1337, la guerre éclate. L'Angleterre et la France sont maintenant des ennemis mortels. Mais la guerre n'est pas juste une question de couronne. C'est aussi une guerre d'hommes, de nations, de terres. Et tout cela est alimenté par un profond désir de domination. La guerre s'étend, et avec elle, la souffrance et le sang. À travers les années, de grandes batailles vont se dérouler. Et l'une des premières et des plus marquantes
c'est la bataille de Crécy en 1346. Édouard III d'Angleterre, avec une armée plus petite mais mieux équipée, va infliger une défaite décisive à l'armée française. Cette victoire va montrer la supériorité des archers à longbow, une arme nouvelle mais terriblement efficace. Les Français, malgré leur nombre, ne peuvent rien face à cette force inédite. Les archers anglais, avec leurs flèches longues et rapides, remplissent le ciel et les rangs français se brisent. Après cette victoire, l'Angleterre semble avoir l'avantage. Les siècles suivants seront marqués par d'autres batailles, toutes plus sanglantes et dévastatrices, les unes que les autres. Mais la guerre ne fait pas que des morts, elle fait aussi des héros. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, va apparaître porteur d'un espoir immense pour la France. Elle entend des voix et se bat pour l'honneur de son pays. Son rôle, bien qu'il soit court, va marquer un tournant décisif dans le conflit. Ces mots résonnent encore dans l'air, comme une promesse à la fois fragile et irrémédiable. Un tournant, un changement, un moment suspendu où tout bascule. Oui, ce tournant allait se produire grâce à une jeune femme, une figure d'espoir et de mystère, une voix venue du ciel, ou de l'esprit, selon certains. Jeanne d'Arc, une simple paysanne, allait apparaître au cœur de cette guerre longue et dévastatrice. Mais qui était-elle vraiment? Comment une jeune fille de la campagne allait-elle avoir l'audace de défier l'ordre établi et, au travers de son courage, imprimer son nom dans l'histoire des siècles à venir? C'est en 1429, alors que la guerre était bien installée dans le quotidien des Français et des Anglais, qu'elle fit son apparition. La France était fracturée. La guerre semblait interminable, avec des victoires anglaises, des terres perdues et des espoirs qui s'éteignaient un peu plus chaque jour. Les Anglais, en effet, avaient remporté de nombreuses batailles, prenant des terres stratégiques, encerclant la capitale, Orléans. La situation était désespérée. Et pourtant, une petite voix se leva dans l'obscurité. Une voix qui, dans le silence de la nuit, se fit entendre dans les campagnes de Lorraine. Jeanne d'Arc entendait des voix, disait-elle. Des voix qui lui parlaient de Dieu, des voix qui lui ordonnaient de sauver la France. Mais d'où venait cette voix? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Et plus encore, pourquoi une femme? À une époque où le monde était encore dominé par les hommes, Jeanne d'Arc allait bouleverser non seulement la guerre, mais la place des femmes dans l'histoire. Ce qui semblait impossible allait se réaliser. Une femme simple, sans éducation militaire, allait diriger une armée. Mais c'est précisément ce qui allait se passer. Jeanne d'Arc allait se rendre à Chinon, où le roi Charles VII, hésitant et abattu, l'accueillit, loin des manœuvres de la cour, de la politique de l'époque. Jeanne arrivait avec une certitude absolue. La France devait être sauvée. Mais comment? La réponse se trouvait dans un courage aveugle, presque mystique. La rencontre de Jeanne d'Arc avec Charles VII marqua un tournant. C'est là que le destin du roi, fragile, incertain, commença à changer. Jeanne, vêtue de ses habits de guerre, entra dans la salle du trône, son regard déterminé fixant celui du roi. Elle lui parla de Dieu, de la mission divine qui l'appelait à le mener vers le trône de Reims pour sa sacre, un acte symbolique et essentiel pour assurer sa légitimité. Une mission qui semblait folle, mais que Jeanne, dans sa foi, portait comme une évidence. Ce moment allait changer la donne. Charles VII donna son feu vert pour que Jeanne prenne la tête de l'armée. D'un simple coup d'œil, Jeanne inspira confiance, bien que ses compagnons d'armes fussent sceptiques. Mais son assurance, son énergie,
son sens de la guerre était aussi puissant qu'inattendu. Peu à peu, l'armée française, qui se croyait vaincue, commença à redonner signe de vie. Il y a un feu qui s'allume dans les cœurs des hommes, et ce feu ne s'éteindra plus. Orléans allait être le premier grand défi, une ville assiégée depuis des mois par les Anglais. La victoire d'Orléans, en mai 1429, allait être la première de plusieurs. Une victoire qui, contre toute attente, redonnerait du courage à la France, à ses soldats, à ses paysans, à ses rois. Jeanne d'Arc n'était plus un simple rêveur. Elle était devenue un symbole vivant. Elle n'était plus une simple paysanne. Elle était une délivrance, une étoile qui semblait être guidée par des forces bien plus grandes qu'elle. Les mois passaient, et Jeanne, avec son charisme et sa foi inébranlable, continuait à mener l'armée française d'une manière qui était inédite. Le moral de ses soldats montait. Ils se battent maintenant pour une cause, non seulement pour leur terre, mais pour l'honneur de la France. Et ce n'était plus une simple guerre de territoire. C'était un combat spirituel, un combat pour la dignité, pour la liberté. Jeanne, en tant que chef de guerre, se révélait être une tacticienne hors pair. Elle n'était pas qu'une inspiratrice. Elle comprenait la guerre, les mouvements de troupes, les stratégies. Elle savait quand avancer et quand reculer. Elle comprenait la psychologie des hommes, l'importance du moral. Tout cela semblait d'autant plus incroyable que, bien que n'ayant aucune formation militaire, elle réussit là où tant d'hommes avaient échoué. C'était le pouvoir de sa foi. C'était aussi l'énergie qui émanait de sa présence. Mais tout cela allait être mis à l'épreuve. Les mois suivants seraient marqués par des victoires et des défaites. Jeanne, toujours fidèle à sa mission, se battait sans relâche. Mais le vent de la guerre finit par tourner. En 1430, alors qu'elle tente de libérer Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. La France, bien qu'ayant remporté plusieurs batailles, était à nouveau dans une phase de désarroi. Mais l'ombre de Jeanne n'allait jamais s'éteindre. Même capturée, même condamnée, sa légende grandissait. Elle fut jugée pour hérésie, sorcellerie et méchanceté. Mais sa fin tragique, son sacrifice, donna à la France l'énergie nécessaire pour finir ce qu'elle avait commencé. La guerre de Cent Ans se termina en 1453. La France retrouvait peu à peu ses terres. Le roi Charles VII, sacré à Reims grâce à Jeanne, était devenu le symbole de la victoire française. Mais le prix à payer avait été immense, et l'histoire de Jeanne d'Arc, cette femme humble et visionnaire, allait être une inspiration éternelle. Elle marqua l'histoire d'un tournant décisif, un moment où le destin de la France changea à jamais. Sa légende persista à travers les siècles, et son nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'une héroïne, une sainte de la guerre, une femme qui refusa de se soumettre et qui, par sa foi et son courage, changea le cours de l'histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Un tournant dans le temps, un tournant dans les cœurs. Repose-toi maintenant et laisse les souvenirs du passé guider tes rêves. Bonsoir. Ce soir, je vais te raconter une histoire ancienne, une histoire de conflit, de royaume et de lutte pour le pouvoir. Une guerre qui a duré 100 ans, 100 années, longue, douloureuse, mais pourtant si proche dans le passé. Une époque où l'honneur et la royauté se mêlaient au bruit des épées, où des vies étaient sacrifiées pour des couronnes. La guerre de 100 ans, un conflit qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde. Laisse-toi porter par les murmures du passé. Laisse les souvenirs de cette guerre lointaine t'envelopper. Le temps, il est si fragile, il passe si vite. Et pourtant,
l'histoire nous garde des traces, des souvenirs. Et ce soir, nous allons les explorer ensemble. La guerre commence. En 1337, un peu plus d'un siècle après la guerre des Plantagenets, les deux plus grands royaumes d'Europe, la France et l'Angleterre, sont pris dans un enchevêtrement complexe de lignées royales, de revendications territoriales. Mais la cause principale du conflit, c'est la question du trône de France. Charles IV, roi de France, meurt sans héritier direct en 1328. Et tout bascule. Le trône de France revient alors à Philippe VI, mais Édouard III, le roi d'Angleterre, revendique également sa place. Pourquoi ? Parce qu'il est le petit-fils de Philippe IV, roi de France. Par sa mère, c'est un droit de sang, une revendication dynastique. Et ainsi commence une guerre qui, au départ, semblait simplement être une dispute de royauté, mais qui allait devenir bien plus qu'une simple querelle de famille. En 1337, la guerre éclate. L'Angleterre et la France sont maintenant des ennemis mortels. Mais la guerre n'est pas juste une question de couronne. C'est aussi une guerre d'hommes, de nations, de terres. Et tout cela est alimenté par un profond désir de domination. La guerre s'étend, et avec elle, la souffrance et le sang. À travers les années, de grandes batailles vont se dérouler. Et l'une des premières et des plus marquantes, c'est la bataille de Crécy en 1346. Édouard III d'Angleterre, avec une armée plus petite mais mieux équipée, va infliger une défaite décisive à l'armée française. Cette victoire va montrer la supériorité des archers à longbow, une arme nouvelle mais terriblement efficace. Les Français, malgré leur nombre, ne peuvent rien face à cette force inédite. Les archers anglais, avec leurs flèches longues et rapides, remplissent le ciel et les rangs français se brisent. Après cette victoire, l'Angleterre semble avoir l'avantage. Les siècles suivants seront marqués par d'autres batailles, toutes plus sanglantes et dévastatrices, les unes que les autres. Mais la guerre ne fait pas que des morts, elle fait aussi des héros. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, va apparaître porteur d'un espoir immense pour la France. Elle entend des voix et se bat pour l'honneur de son pays. Son rôle, bien qu'il soit court, va marquer un tournant décisif dans le conflit. Ces mots résonnent encore dans l'air, comme une promesse à la fois fragile et irrémédiable. Un tournant, un changement, un moment suspendu où tout bascule. Oui, ce tournant allait se produire grâce à une jeune femme, une figure d'espoir et de mystère, une voix venue du ciel, ou de l'esprit, selon certains. Jeanne d'Arc, une simple paysanne, allait apparaître au cœur de cette guerre longue et dévastatrice. Mais qui était-elle vraiment ? Comment une jeune fille de la campagne allait-elle avoir l'audace de défier l'ordre établi et, au travers de son courage, imprimer son nom dans l'histoire des siècles à venir ? C'est en 1429, alors que la guerre était bien installée dans le quotidien des Français et des Anglais, qu'elle fit son apparition. La France était fracturée. La guerre semblait interminable, avec des victoires anglaises, des terres perdues et des espoirs qui s'éteignaient un peu plus chaque jour. Les Anglais, en effet, avaient remporté de nombreuses batailles, prenant des terres stratégiques, encerclant la capitale, Orléans. La situation était désespérée. Et pourtant, une petite voix se leva dans l'obscurité. Une voix qui, dans le silence de la nuit, se fit entendre dans les campagnes de Lorraine. Jeanne d'Arc entendait des voix, disait-elle. Des voix qui lui parlaient de Dieu, des voix qui lui ordonnaient de sauver la France. Mais d'où venait cette voix ? Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Et plus encore, pourquoi une femme ?
à une époque où le monde était encore dominé par les hommes, Jeanne d'Arc allait bouleverser non seulement la guerre, mais la place des femmes dans l'histoire. Ce qui semblait impossible allait se réaliser. Une femme simple, sans éducation militaire, allait diriger une armée. Mais c'est précisément ce qui allait se passer. Jeanne d'Arc allait se rendre à Chinon, où le roi Charles VII, hésitant et abattu, l'accueillit, loin des manœuvres de la cour, de la politique de l'époque. Jeanne arrivait avec une certitude absolue. La France devait être sauvée. Mais comment? La réponse se trouvait dans un courage aveugle, presque mystique. La rencontre de Jeanne d'Arc avec Charles VII marqua un tournant. C'est là que le destin du roi, fragile, incertain, commença à changer. Jeanne, vêtue de ses habits de guerre, entra dans la salle du trône, son regard déterminé fixant celui du roi. Elle lui parla de Dieu, de la mission divine qui l'appelait à le mener vers le trône de Reims pour sa sacre, un acte symbolique et essentiel pour assurer sa légitimité. Une mission qui semblait folle, mais que Jeanne, dans sa foi, portait comme une évidence. Ce moment allait changer la donne. Charles VII donna son feu vert pour que Jeanne prenne la tête de l'armée. D'un simple coup d'œil, Jeanne inspira confiance, bien que ses compagnons d'armes fussent sceptiques. Mais son assurance, son énergie, son sens de la guerre étaient aussi puissants qu'inattendus. Peu à peu, l'armée française, qui se croyait vaincue, commença à redonner signe de vie. Il y a un feu qui s'allume dans les cœurs des hommes, et ce feu ne s'éteindra plus. Orléans allait être le premier grand défi, une ville assiégée depuis des mois par les Anglais. La victoire d'Orléans, en mai 1429, allait être la première de plusieurs. Une victoire qui, contre toute attente, redonnerait du courage à la France, à ses soldats, à ses paysans, à ses rois. Jeanne d'Arc n'était plus un simple rêveur. Elle était devenue un symbole vivant. Elle n'était plus une simple paysanne. Elle était une délivrance, une étoile qui semblait être guidée par des forces bien plus grandes qu'elle. Les mois passaient, et Jeanne, avec son charisme et sa foi inébranlable, continuait à mener l'armée française d'une manière qui était inédite. Le moral de ses soldats montait. Ils se battent maintenant pour une cause, non seulement pour leur terre, mais pour l'honneur de la France. Et ce n'était plus une simple guerre de territoire. C'était un combat spirituel, un combat pour la dignité, pour la liberté. Jeanne, en tant que chef de guerre, se révélait être une tacticienne hors pair. Elle n'était pas qu'une inspiratrice. Elle comprenait la guerre, les mouvements de troupes, les stratégies. Elle savait quand avancer et quand reculer. Elle comprenait la psychologie des hommes, l'importance du moral. Tout cela semblait d'autant plus incroyable que, bien que n'ayant aucune formation militaire, elle réussit là où tant d'hommes avaient échoué. C'était le pouvoir de sa foi. C'était aussi l'énergie qui émanait de sa présence. Mais tout cela allait être mis à l'épreuve. Les mois suivants seraient marqués par des victoires et des défaites. Jeanne, toujours fidèle à sa mission, se battait sans relâche. Mais le vent de la guerre finit par tourner. En 1430, alors qu'elle tente de libérer Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. La France, bien qu'ayant remporté plusieurs batailles, était à nouveau dans une phase de désarroi. Mais l'ombre de Jeanne n'allait jamais s'éteindre. Même capturée, même condamnée, sa légende grandissait. Elle fut jugée pour hérésie, sorcellerie et méchanceté. Mais sa fin tragique, son sacrifice, donna à la France l'énergie nécessaire pour finir ce qu'elle avait commencé. La guerre de Cent Ans se termina en 1453. La France
retrouvait peu à peu ses terres. Le roi Charles VII, sacré à Reims grâce à Jeanne, était devenu le symbole de la victoire française. Mais le prix à payer avait été immense, et l'histoire de Jeanne d'Arc, cette femme humble et visionnaire, allait être une inspiration éternelle. Elle marqua l'histoire d'un tournant décisif, un moment où le destin de la France changea à jamais. Sa légende persista à travers les siècles, et son nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'une héroïne, une sainte de la guerre, une femme qui refusa de se soumettre et qui, par sa foi et son courage, changea le cours de l'histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Un tournant dans le temps, un tournant dans les cœurs. Repose-toi maintenant et laisse les souvenirs du passé guider tes rêves. Bonsoir. Ce soir, je vais te raconter une histoire ancienne, une histoire de conflit, de royaume et de lutte pour le pouvoir. Une guerre qui a duré 100 ans, 100 années, longue, douloureuse, mais pourtant si proche dans le passé. Une époque où l'honneur et la royauté se mêlaient au bruit des épées, où des vies étaient sacrifiées pour des couronnes. La guerre de 100 ans, un conflit qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde. Laisse-toi porter par les murmures du passé. Laisse les souvenirs de cette guerre lointaine t'envelopper. Le temps, il est si fragile, il passe si vite. Et pourtant, l'histoire nous garde des traces, des souvenirs. Et ce soir, nous allons les explorer ensemble. La guerre commence. En 1337, un peu plus d'un siècle après la guerre des Plantagenets, les deux plus grands royaumes d'Europe, la France et l'Angleterre, sont pris dans un enchevêtrement complexe de lignées royales, de revendications territoriales. Mais la cause principale du conflit, c'est la question du trône de France. Charles IV, roi de France, meurt sans héritier direct en 1328, et tout bascule. Le trône de France revient alors à Philippe VI, mais Édouard III, le roi d'Angleterre, revendique également sa place. Pourquoi ? Parce qu'il est le petit-fils de Philippe IV, roi de France. Par sa mère, c'est un droit de sang, une revendication dynastique. Et ainsi commence une guerre qui, au départ, semblait simplement être une dispute de royauté, mais qui allait devenir bien plus qu'une simple querelle de famille. En 1337, la guerre éclate. L'Angleterre et la France sont maintenant des ennemis mortels. Mais la guerre n'est pas juste une question de couronne. C'est aussi une guerre d'hommes, de nations, de terres. Et tout cela est alimenté par un profond désir de domination. La guerre s'étend, et avec elle, la souffrance et le sang. À travers les années, de grandes batailles vont se dérouler. Et l'une des premières et des plus marquantes, c'est la bataille de Crécy en 1346. Édouard III d'Angleterre, avec une armée plus petite mais mieux équipée, va infliger une défaite décisive à l'armée française. Cette victoire va montrer la supériorité des archers à longbow, une arme nouvelle mais terriblement efficace. Les Français, malgré leur nombre, ne peuvent rien face à cette force inédite. Les archers anglais, avec leurs flèches longues et rapides, remplissent le ciel et les rangs français se brisent. Après cette victoire, l'Angleterre semble avoir l'avantage. Les siècles suivants seront marqués par d'autres batailles, toutes plus sanglantes et dévastatrices, les unes que les autres. Mais la guerre ne fait pas que des morts, elle fait aussi des héros. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, va apparaître porteur d'un espoir immense pour la France. Elle entend des voix et se bat pour l'honneur de son pays. Son rôle, bien qu'il soit court, va marquer un tournant décisif dans le conflit. Ces mots résonnent encore dans l'air, comme une promesse à la fois fragile et irrémédiable. Un tournant,
un changement, un moment suspendu où tout bascule. Oui, ce tournant allait se produire grâce à une jeune femme, une figure d'espoir et de mystère, une voix venue du ciel, ou de l'esprit selon certains. Jeanne d'Arc, une simple paysanne, allait apparaître au cœur de cette guerre longue et dévastatrice. Mais qui était-elle vraiment? Comment une jeune fille de la campagne allait-elle avoir l'audace de défier l'ordre établi et, au travers de son courage, imprimer son nom dans l'histoire des siècles à venir? C'est en 1429, alors que la guerre était bien installée dans le quotidien des Français et des Anglais, qu'elle fit son apparition. La France était fracturée. La guerre semblait interminable, avec des victoires anglaises, des terres perdues et des espoirs qui s'éteignaient un peu plus chaque jour. Les Anglais, en effet, avaient remporté de nombreuses batailles, prenant des terres stratégiques, encerclant la capitale, Orléans. La situation était désespérée, et pourtant, une petite voix se leva dans l'obscurité, une voix qui, dans le silence de la nuit, se fit entendre dans les campagnes de Lorraine. Jeanne d'Arc entendait des voix, disait-elle, des voix qui lui parlaient de Dieu, des voix qui lui ordonnaient de sauver la France. Mais d'où venait cette voix? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Et plus encore, pourquoi une femme? À une époque où le monde était encore dominé par les hommes, Jeanne d'Arc allait bouleverser non seulement la guerre, mais la place des femmes dans l'histoire. Ce qui semblait impossible allait se réaliser. Une femme simple, sans éducation militaire, allait diriger une armée. Mais c'est précisément ce qui allait se passer. Jeanne d'Arc allait se rendre à Chinon, où le roi Charles VII, hésitant et abattu, l'accueillit, loin des manœuvres de la cour, de la politique de l'époque. Jeanne arrivait avec une certitude absolue. La France devait être sauvée. Mais comment? La réponse se trouvait dans un courage aveugle, presque mystique. La rencontre de Jeanne d'Arc avec Charles VII marqua un tournant. C'est là que le destin du roi, fragile, incertain, commença à changer. Jeanne, vêtue de ses habits de guerre, entra dans la salle du trône, son regard déterminé fixant celui du roi. Elle lui parla de Dieu, de la mission divine qui l'appelait à le mener vers le trône de Reims pour sa sacre, un acte symbolique et essentiel pour assurer sa légitimité. Une mission qui semblait folle, mais que Jeanne, dans sa foi, portait comme une évidence. Ce moment allait changer la donne. Charles VII donna son feu vert pour que Jeanne prenne la tête de l'armée. D'un simple coup d'œil, Jeanne inspira confiance, bien que ses compagnons d'armes fussent sceptiques. Mais son assurance, son énergie, son sens de la guerre étaient aussi puissants qu'inattendus. Peu à peu, l'armée française, qui se croyait vaincue, commença à redonner signe de vie. Il y a un feu qui s'allume dans les cœurs des hommes, et ce feu ne s'éteindra plus. Orléans allait être le premier grand défi, une ville assiégée depuis des mois par les Anglais. La victoire d'Orléans, en mai 1429, allait être la première de plusieurs. Une victoire qui, contre toute attente, redonnerait du courage à la France, à ses soldats, à ses paysans, à ses rois. Jeanne d'Arc n'était plus un simple rêveur. Elle était devenue un symbole vivant. Elle n'était plus une simple paysanne. Elle était une délivrance, une étoile qui semblait être guidée par des forces bien plus grandes qu'elle. Les mois passaient, et Jeanne, avec son charisme et sa foi inébranlable, continuait à mener l'armée française d'une manière qui était inédite. Le moral de ses soldats montait. Ils se battent maintenant pour une cause, non seulement pour leur terre, mais pour l'honneur de la France. Et ce n'était plus une simple guerre de territoire,
C'était un combat spirituel, un combat pour la dignité, pour la liberté. Jeanne, en tant que chef de guerre, se révélait être une tacticienne hors pair. Elle n'était pas qu'une inspiratrice. Elle comprenait la guerre, les mouvements de troupes, les stratégies. Elle savait quand avancer et quand reculer. Elle comprenait la psychologie des hommes, l'importance du moral. Tout cela semblait d'autant plus incroyable que, bien que n'ayant aucune formation militaire, elle réussit là où tant d'hommes avaient échoué. C'était le pouvoir de sa foi. C'était aussi l'énergie qui émanait de sa présence. Mais tout cela allait être mis à l'épreuve. Les mois suivants seraient marqués par des victoires et des défaites. Jeanne, toujours fidèle à sa mission, se battait sans relâche. Mais le vent de la guerre finit par tourner. En 1430, alors qu'elle tente de libérer Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. La France, bien qu'ayant remporté plusieurs batailles, était à nouveau dans une phase de désarroi. Mais l'ombre de Jeanne n'allait jamais s'éteindre. Même capturée, même condamnée, sa légende grandissait. Elle fut jugée pour hérésie, sorcellerie et méchanceté. Mais sa fin tragique, son sacrifice, donna à la France l'énergie nécessaire pour finir ce qu'elle avait commencé. La guerre de Cent Ans se termina en 1453. La France retrouvait peu à peu ses terres. Le roi Charles VII, sacré à Reims grâce à Jeanne, était devenu le symbole de la victoire française. Mais le prix à payer avait été immense, et l'histoire de Jeanne d'Arc, cette femme humble et visionnaire, allait être une inspiration éternelle. Elle marqua l'histoire d'un tournant décisif, un moment où le destin de la France changea à jamais. Sa légende persista à travers les siècles, et son nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'une héroïne, une sainte de la guerre, une femme qui refusa de se soumettre et qui, par sa foi et son courage, changea le cours de l'histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Un tournant dans le temps, un tournant dans les cœurs. Repose-toi maintenant et laisse les souvenirs du passé guider tes rêves.